Mesdames, Messieurs, bienvenue à Libreville au Gabon. Nous sommes le mercredi 17 août 2016 et la République gabonaise est en train de célébrer sa fête nationale. Alors il y a justement ce grand défilé militaire qui est en train de se tenir sur le boulevard du front de mer en présence du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, des invités du Gabon et bien sûr toutes les hautes personnalités de cette République-là. Et nous allons, durant l'heure et demie qui va suivre, nous allons revenir un peu sur les grands aspects de la vie politique, économique et même de l'armée gabonaise en compagnie de nos deux invités. Nous avons M. Jean-Christian Kombila, qui est présent, journaliste, directeur du mensuel de géopolitique, le correspondant. Merci d'être présent aujourd'hui. Merci. Nous avons juste en face de vous M. Nikez Moulombi, qui est le président du Haut Conseil des acteurs non étatiques. Merci d'être là. Merci. Acteurs non étatiques, il faut bien expliquer, c'est un regroupement de... C'est un regroupement d'associations, des syndicats, de l'ONG. Alors, on va beaucoup rendre hommage au cours de ce rassemblement défilé militaire au drapeau national du Gabon. Je rappelle qu'il est tricolore, vert, jaune, bleu, c'est bien cela, n'est-ce pas? Et selon ce que j'ai pu glaner comme information, la bande verte représenterait la forêt, la bande jaune le soleil et la ligne de l'équateur, parce que votre pays est divisé en deux par l'équateur. Et la couleur bleue, c'est la mer, c'est l'océan. Alors on va rappeler donc que le Gabon, c'est un pays qui a une superficie d'à peu près 268 000 km² pour une population qui est évaluée à un peu moins de 2 millions d'habitants, que le pays compte 9 provinces. Mais je voudrais qu'on revienne, monsieur, sur le contexte d'accession à l'indépendance du Gabon. 17 août 1960, ça fait donc 56 ans. Une ancienne colonie française, Nicaise, qui est devenue indépendante. Ça s'est passé dans la paix la plus absolue. Il n'y a pas eu de heurts violents. Bien évidemment, il n'y a pas eu de heurts violents, mais plutôt il y a eu des référendums où certaines provinces ont voté le non, pour parler de la province de la Nyanga, par exemple, hein, où certains leaders politiques n'ont pas été en phase avec la vision européenne, pour parler par exemple du fait René-Paul Souzat, hein, qui lui était avec Jean-Hilaire Obama. Voilà, mais sinon les choses se sont faites quand vous dites normalement. Le référendum, c'était un référendum d'autodétermination pour ou contre l'indépendance. Oui. Et il y a une province. Ah oui, bien sûr. Qui a refusé... On n'en parle pas. Il y a la province de la Nyanga était celle qui estimait que le temps n'était pas arrivé. Je n'ai plus le nom en tête, mais nous avions un compatriote qui est parti du sud de la Nyanga en remontant à pied pour justement s'opposer à cela. Ce sont des faits de l'histoire au niveau national qu'il faut aller rechercher. Mais sinon, il n'y a pas eu de heurts, de toutes les façons. Alors justement, c'est un peu surprenant de voir, on vous donne l'indépendance, notamment l'autodétermination, la possibilité de pouvoir diriger vous-même votre pays, mais il y a quand même certaines populations qui sont réfractaires. Non, d'ailleurs, M. Moulombi a bien fait de relever que l'indépendance a été précédée par la tenue non seulement au Gabon, mais à l'échelle des pays qui étaient sous l'autorité de l'ancienne puissance coloniale, de référendum. Donc il y a eu un référendum qui s'est tenu dans les années 1957-58. Et ce référendum-là posait en des termes clairs la question aux populations de savoir si elles étaient pour l'entrée ou non du Gabon au sein de la communauté que proposait la communauté française que proposait le général de Gaulle. Et la province de la Nyanga, en effet, avait été la seule province à l'échelle du Gabon à dire non, qu'elle était pour l'indépendance immédiate et non l'entrée au sein l'entrée au sein de la communauté. Un peu comme la Guinée-Conakry. Et donc j'avais mal compris. Voilà. Donc en fait c'était une indépendance totale et pas une indépendance mais à l'échelle mais le vote global du pays lui était pour l'entrée du Gabon au sein de la communauté.
Mais la province de la Nyanga avait dit non à cette entrée au sein de la communauté. Et d'ailleurs, je ne suis pas là pour faire son éloge, mais il y a près d'un an, le président Jean Ping, qui était en tournée dans la province de la Nyanga pour annoncer aux populations qu'il allait briguer la magistrature suprême, avait relevé de façon solennelle ce qui était inédit dans l'histoire de notre pays, que la Nyanga était la pionnière qui a amené le Gabon à l'indépendance nationale. Apparemment, c'est une information qui n'est pas assez valorisée ici, peut-être. Hein. Justement, oui, c'est une information qui... Une anecdote fait même dire que si la Nyanga n'a pas obtenu son développement, c'était lié un peu à ces frictions. Voilà. Alors, au moment donc où l'indépendance intégrale arrive en 60, on est dans un système de multipartisme, parce qu'on a souvent tendance à l'oublier. Il n'y a pas eu que les partis uniques. Au Gabon, par exemple, il y a donc l'espace politique qui est dominé par le bloc démocratique le gabonais, le BDG, présidé par Léomba, qui deviendra donc le premier président, et l'Union démocratique et sociale gabonaise, l'UDSG, qui est présidée par Jean-Hilaire Obama. Et ce système pluripartiste-là, il va quand même durer 2 ans, enfin 2-3 ans. Oui, mais il n'y a pas que ces 2 partis. Hein. Il y a bien d'autres. Dominants alors. Attends, il y avait le Punga aussi. De René-Paul Souzat, dont il parlait tout à l'heure. Et donc ça, c'est aussi important. Ben oui, ça va durer 2 ans, le temps de M. Lomba de bien faire asseoir sa personnalité politique. Et puis les choses vont connaître un changement à l'arrivée du président Bongo. Oui, c'est-à-dire que quand vous dites bien faire asseoir sa personnalité politique, c'est-à-dire aller vers le parti unique avec une absorption donc de l'UDSG et des autres partis politiques dans le bloc démocratique gabonais. Oui, en effet, lorsqu'arrive l'indépendance nationale et même avant, la vie politique nationale était multipartite. Et cette vie politique multipartite était dominée essentiellement par ces 2 partis politiques-là, qui étaient le bloc démocratique gabonais du président Léomba et de M. Gondjou. Et en face, il y avait l'UDSG de Jean-Hilaire Obama, qui a été député à l'Assemblée nationale française. Et puis, cette vie politique, non seulement elle était intense, hein, parce qu'à cette époque, il y avait une vie parlementaire qui était intense. Hein, il n'y avait pas forcément une majorité godillot à l'Assemblée nationale. Et vous verrez que lorsqu'est arrivé plus tard l'instabilité politique, donc le coup d'État qui a eu lieu en 1964, ce coup d'État avait été précédé par une vive tension au Parlement. Et cette vive tension au Parlement avait considérablement... Les tensions politiques qui ont favorisé, qui ont fait le lit, n'est-ce pas, de l'émission de l'armée dans le jeu politique. Oui, c'était des tensions politiques qui étaient dues à la perte progressive d'autorité sur sa majorité du président Léomba. Mais ce qu'il faut dire, c'est que cette vie politique des années post-indépendance était très dynamique, et c'est une vie politique qui a révélé à la fois aussi des institutions qui étaient encore perfectibles, mais aussi l'émergence de personnalités fortes qui ont été les pères fondateurs de notre République, non seulement le président Léomba, Paul-Marie Gondjou, René-Paul Souzat, Jean-Jacques Boucavel, Amogo et beaucoup d'autres. Benikaz Moulombi, est-ce qu'on peut dire que le coup d'État manqué de 64, il a été un peu fondateur vers l'avènement du parti unique? Parce qu'à partir de ce moment-là, une fois que M. Léomba reprend le pouvoir, effectivement, et avec l'aide de l'armée française, il faut le dire, hein, il peut mettre en place donc une politique plus forte où il assoit un pouvoir qui est plus dur et qui permet d'aller donc vers le parti unique. Mais écoutez, je crois que sur cette partie, non, parce que le parti unique, c'est beaucoup plus quand le président Bongo accède au pouvoir. Hein, c'est quand le président Bongo accède au pouvoir que le parti unique est décrété, hein, sous sa mandature. Donc nous avons effectivement connu cette démocratie naissante
sous le président Léomba, mais aussi sous le président Léomba avec cet avantage d'avoir la place, vraiment la place réelle de la société civile. Et quand vous fouillez les archives, vous vous rendez compte que même pour certaines négociations, le président Léomba se faisait accompagner par des membres de la société civile, en mission déjà en Europe. Ce qui n'a pas été le cas pour les mandatures précédentes. En fait, c'était quelqu'un qui était assez ouvert sur le plan démocratique. Absolument. D'abord, par la vision qui est Gabon d'abord, hein, et qui continue à rester et qui est en train de renaître sur certaines choses. Mais ça ne veut pas dire Gabon d'abord avec de l'exonophobie, mais Gabon d'abord dans la moralité de l'homme, dans la gestion de la chose publique, puisque l'homme était connu pour sa rigueur et il n'hésitait pas de mettre même les membres de sa famille en prison pour des vols ou des détournements de 250 000 ou certains fonctionnaires qui n'étaient pas à leur poste de travail alors qu'ils faisaient des visites inopinées. Donc voilà un peu la vision. Une autre qualité de Léomba aussi, Jean-Christian, ça a été aussi le fait qu'il ait pu, une fois qu'il était malade, il a pu prévoir le cas de succession en 1966 avec la mise en place donc, du poste de vice-président. Avant de répondre à la question, je voudrais d'abord abonder dans le sens de mon contradicteur en face. Le président Léomba était un partisan du régime présidentiel fort. C'était un présidentialiste, le président Léomba. Il était donc le chantre d'une conception du pouvoir fondée... Non, pas parti unique, fondée sur la rigueur. Mais la rigueur ne veut pas dire le refus du partage. Hein. La rigueur veut dire l'affirmation de l'autorité des institutions républicaines et de l'État, reconnues et légitimées par les populations. Donc, le président Léomba a été ce personnage central. Mais le président Léomba avait aussi sa forte personnalité, sa forte stature, et il était donc partisan d'une ouverture dans la pratique politique, mais avec ceci qu'on devait reconnaître que c'était lui le chef. Il y a d'ailleurs, enfant, on nous racontait toujours quelques anecdotes de quelques vieux de l'époque qui disaient que chez nous, il est de tradition de dire qu'il n'y a qu'un seul coq dans la basse-cour. Et c'était le président Léomba. Et c'était... il y avait des petits poussins, mais qui ne devaient pas... Et c'était le chef. Qui ne devaient pas émerger. Donc, le parti unique est venu, non pas sous le président Léomba, mais le parti unique est... Mais si le président Léomba avait vécu, avait survécu, vous ne pensez pas qu'on serait arrivé à terme quand même? Sous le président Bongo, je veux dire. Non, le président Léomba, je ne pense pas qu'il aurait été... jusque-là. Non. Alors, mais une fois qu'il décède en 1967 et que le président Bongo parvient au pouvoir, donc au terme de cette succession-là, on voit bien que le président Bongo veut absolument affirmer sa marque sur le parti, puisque le BDG devient le PDG, le Parti démocratique gabonais. On voit qu'il y a donc cette volonté de montrer qu'il y a un changement. Il faut dire que lorsque le président Bongo arrive au pouvoir, en 1967, il était déjà au cœur du pouvoir. Il était déjà au cœur du pouvoir. Il avait occupé une succession de postes de responsabilité éminentes, dont le ministère de la Défense, de l'Information. Il était devenu vice-président. Et donc, plus tard, il est devenu président de la République. Mais le contexte global dans lequel il accède au pouvoir était un contexte qui portait en lui les séquelles du coup d'État de 1964. Donc, le coup d'État de 1964 avait profondément marqué la nation, avait divisé le corps social, et ces divisions rejaillissaient dans la vie sociale et la vie politique du pays. Donc, le président Bongo a estimé qu'au sortir d'une telle période douloureuse
est terrifiante. Il fallait regrouper les forces. Et c'était d'ailleurs la tendance à l'échelle du continent. À l'époque, c'était... et c'est ce qui a donc donné la naissance du Parti démocratique gabonais. Et c'est ce qui a, par exemple, justifié un fort recrutement des compatriotes de la province du Haut-Togo dans l'armée pendant c'est-à-dire la province d'origine du président pendant de longues années. Donc il y a ça aussi, mais aussi ce renforcement donc parti unique avec une structuration sociale au niveau d'un syndicat fort étant donc un syndicat unifié aussi? Oui, un syndicat unifié qui a tenu longtemps avant que d'autres arrivent, notamment la COSIGA, qui à la base était donc une instance spécialisée du Parti démocratique gabonais, avant donc la conférence nationale et l'ouverture de mouvements associatifs et je voudrais qu'on puisse en parler parce que au début des années 90, il y a donc cette ouverture démocratique avec l'éclosion de nouveaux partis politiques, l'éclosion de nouvelles personnalités politiques. Le pouvoir vacille, mais ne rompt pas, puisque le président Bongo va quand même parvenir à se faire réélire en 93 et plus tard encore. Selon vous, qu'est-ce qui a pu justement être la force du président Bongo en ce moment-là? La force du président Bongo en ce moment, c'était le socle de son parti, ça il faut le reconnaître. Le Parti démocratique gabonais était un parti structuré à la dimension nationale, que l'on peut considérer comme étant un parti-État. Donc, ayant un parti-État, ayant donc les manettes du pouvoir, et ayant une armée, telle que je vous disais, aussi assez forte, il a donc pu tenir. Mais avec l'arrivée progressive des anciens et des aînés universitaires ayant eu la pratique de la politique en Europe et d'autres en Asie, la FIANF, la GEG, qui ont mené des combats, donc sont arrivés. Mais très rapidement, ils ont été totalement inféodés et absorbés par l'autodidacte éliminé qui était Omar Bongo Ondimba. Mais aussi, de fois, on peut le dire, ça il ne faut pas, par le goût du matériel. Donc, ceux qui ont eu la vision de pouvoir peut-être changer les choses à l'intérieur n'ont pas pu. Mais le socle PDG était fort. Il était fort parce qu'il était uni, c'était un parti-État. Et il y avait aussi la qualité du partage, donc la qualité de l'homme, dans le sens du partage. Quand vous dites partage, partage de la richesse nationale, distribution des... à la fois des richesses nationales, bien ou mal, comme aussi des distributions des prébendes de tel, ce qu'on pouvait appeler de tel doyen politique à tel autre doyen politique. Et donc, il y avait un système de regencement qui faisait que, bon, en fait, tout le monde trouvait son compte. Voilà, mais pour obtenir quelque chose dans telle zone, il fallait que je sois reconnu ou coopté par Christian Kombila. Et à partir de ce moment, il devenait mon doyen politique. Et donc, tout le monde pouvait se mettre en rang. En fait, il y a eu des baronnies qui se sont créées. Le président Bongo manipulait tout ça. Lui-même a fini par appeler au dernier moment des rois télé. Parce que, bon, il a été rattrapé plus tard par ce système. Je ne voudrais pas aller vite en besogne. Je voudrais insister sur, j'allais dire, l'histoire du parti unique et les perspectives qui se sont ouvertes après avec le parti unique. Le président Bongo, en 1990, effectivement, s'est appuyé sur un parti-État qui était implanté à l'échelle du pays, qui avait une implantation nationale. Et lorsque le président Bongo avait créé ce parti-là en 1968, il avait condamné les anciens partis existants en pointant le fait que ces partis s'étaient repliés sur des bases identitaires, sur des bases ethniques. Et donc, son parti se présentait comme étant le creuset de la nation. Et donc, en 1990, lorsque arrive la conférence nationale, les associations et beaucoup de partis politiques, certains se sont créés sur des bases idéologiques, comme le Parti gabonais du progrès, le PGP de feu Maître Gonjo Kawe. Mais on a aussi vu se créer sur la scène politique gabonaise des partis essentiellement familiaux.
Et d'ailleurs, des partis qui... Quand vous dites familiaux, vous voulez dire tribaux? Non, pas tribaux, familiaux. 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 Et aussi dans la perspective du gain. Voilà, des partis... Parce qu'il y a eu une mouvance sur la perspective du gain. À base familiale, n'est-ce pas? Et donc, ces partis à base familiale ne pouvaient pas avoir une prégnance réelle hein, sur l'échiquier politique. Et donc, naturellement, au fil des années, ces partis se sont disloqués. Et le PDG qui avait déjà la base est resté très dominant. Très dominant sur la scène politique. Alors, ça, il faut aussi dire que le président Bongo, il a joué un rôle aussi sur le plan diplomatique. Hein. Le Gabon, c'est un pays qui est relativement petit en termes de taille et de population, mais c'est vrai que la dimension du président Bongo, on a bien vu qu'elle allait au-delà même des frontières du pays. Ça, c'est important à relever. Vous savez, le président Bongo avait l'avantage a eu l'avantage de connaître pratiquement tous les grands de ce monde, en particulier près de 4 à 5 présidents de la 5e République française. Et donc il a été, j'allais dire, à l'école du général de Gaulle. Il a connu le général de Gaulle qu'il avait adoubé, n'est-ce pas? Il a connu le président Pompidou, il a connu le président Giscard d'Estaing, il a connu le président Chirac. Il a connu le président Mitterrand, n'est-ce pas? Et donc, et même Nicolas Sarkozy. Donc, il a engrangé une très forte expérience. Et lorsqu'on compare à d'autres présidents de la sous-région ou des présidents même africains, le président avait donc une expérience solide et une connaissance des arcanes du pouvoir en France qui faisait que... Oui, ça c'est en France, mais même au niveau... Même au-delà de la France. C'est vrai, mais son leadership a d'abord commencé dans l'espace francophone africain. L'espace francophone, en fait, c'est déjà... Qui a servi de lampe. La reconnaissance que lui donner la France, qui a permis que son image, son aura pu s'étendre sur le reste de l'Afrique francophone? Sans doute, parce qu'il servait... vous savez, le président Bongo, il a assis son habileté politique grâce à son passage aussi. C'était un homme de réseau. C'était un homme de réseau. Voilà. Est-ce qu'avec le recul, c'est ce regard-là, en fait, que vous portez en tant qu'Africain? Est-ce que vous pensez que ce rôle a été bénéfique pour le continent? Ou bien c'était une époque par laquelle il fallait passer? Est-ce que vous pensez qu'à terme, enfin, avec le recul, ça a été vraiment bénéfique? Il ne faut jamais regretter. Non, il faut jamais regretter. Il faut tirer ce qui est positif. Oui. Moi, je me rappelle, il y a 15 ans, il y a 12 ans, je me suis retrouvé dans le cadre de mes anciennes activités portuaires dans le Golfe, à des endroits avec même l'ancien gouverneur de la Banque centrale qui était directeur général de l'OPRAG. Nous sommes allés et il y a des endroits, on ne connaissait pas le Gabon, mais je dis, notre président, c'est le président Bongo. Ils m'ont dit, oui, tiens, le président Bongo était ici, il a logé à tel hôtel. Donc le Gabon a acquis une fierté, une reconnaissance de son passeport. Voilà. Donc effectivement, notre pays, sous le président Bongo, avait... je ne dirais pas atteint son apogée, mais le leadership diplomatique continental du Gabon était reconnu. La preuve, c'est que notre compatriote, le président Jean Ping, qui brigue les suffrages de ses compatriotes pour accéder à la magistrature suprême cette année, a pu se faire élire à la tête de la commission de l'Union africaine. Pendant que le président Bongo était le doyen des chefs d'État et était président de la République. Alors en 2009, le président Bongo décède. À un moment donné, quand même, il y a des observateurs qui craignent que le Gabon ne puisse s'embraser. Mais finalement, on va dire, la transition politique, mine de rien, s'est globalement bien passée, je veux dire au moins en termes de stabilité du pays. Non, ce qu'il faut dire, c'est que le Gabon a eu une chance extraordinaire. Mais cette chance extraordinaire l'a été que grâce à ses filles et à ses fils. Et nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous avons mené un certain nombre de campagnes. Hein, et le Gabon a réussi sa transition. Et je crois que le modèle gabonais, en termes de transition, aurait dû être vendu par les universitaires, par les politiques gabonais. Nous n'avons même pas suffisamment vendu, nous n'avons pratiquement pas vendu
le modèle, je parle bien du modèle de la transition, parce qu'aujourd'hui, il y a des pays, tous les jours, qui se demandent comment ils vont se réveiller. Alors, certes, nous sommes, pour parler de la fête de l'indépendance, on ne peut pas parler de la fête de l'indépendance sans parler de l'élection présidentielle. C'est une élection et puis ça passe si les choses sont bien faites. Mais il y a des pays aujourd'hui qui ne savent pas comment ils vont se lever tous les matins. Et donc nous avons eu une transition très bien réussie. Et il faut s'en dire aussi que toutes les qualités reconnues du président Bongo nous ont évité, donc éviter le pays à verser certainement dans des règlements de compte individuels ou dans certaines violences. Ça a contribué aussi. Mais ça n'a pas contribué qu'au niveau national, parce que la générosité du président Bongo allait au-delà du Gabon. Je peux vous dire que si certains conflits que nous vivons aujourd'hui dans la sous-région et même en dehors persistent, c'est parce que nous manquons des leaders capables de se priver peut-être de besoins de leur peuple, mais pour essayer d'éteindre les feux. Et ça, nous avons vu qu'effectivement, cette dimension était importante. Et c'est celle-là qui faisait qu'au niveau diplomatique, le président Bongo pouvait faire entendre sa voix. Alors, on va revenir dans un instant, le temps de prendre une petite pause publicitaire. Et on va revenir avec vous, Jean-Christian.